raconter un petit peu tout ce qui leur est arrivé, ce qui ne leur est pas arrivé, peut-être. Et je vais céder la parole à notre ami Bruno Tréca qui a préparé un petit questionnaire et qui va poser son appareil photo, mais voilà. Bruno, merci. Bruno qui est la cheville ouvrière de toutes les images que vous pouvez voir et sur le site de La Longue Route, tout au moins de la plupart, et sur la chaîne YouTube. Et vous pouvez l'applaudir parce que, mine de rien, c'est un sacré boulot. Merci. Bon, j'ai des questions pièges, hein, bien sûr, c'est normal. On va parler un petit peu au début des trois qui ont fait le tour sans s'arrêter quand même, parce qu'ils le méritent. C'était le but au départ. Après, l'arrêt, c'est pas très gênant, mais bon, voilà. Une petite question, parce que comme c'est vous qui avez fait les plus longs parcours, la solitude, comment vous l'avez vécu, ce long temps de solitude? Donc je ne sais pas qui veut répondre entre... La solitude, bonjour à tout le monde. La solitude, c'est difficile à dire. En fait, quand on part en bateau, on est un petit peu dans une sorte de bulle. Et tant que cette bulle, elle reste fermée, ça se passe plutôt bien. Ce qui crée un problème, c'est quand on ouvre cette bulle, par exemple en passant un coup de téléphone, parce qu'à ce moment-là, on sent vraiment toute la distance qui nous sépare des gens avec lesquels on est en contact par téléphone. Et je pense que c'est ça qui est peut-être le plus difficile à vivre. Après, parce que quand on est tout seul, on a plein d'émotions, mais qui sortent pas parce qu'on est tout seul. Et si on parle avec quelqu'un, en général, c'est quelqu'un de proche, et à ce moment-là, il y a toutes les émotions qui peuvent ressortir, et après, on se sent très seul après. C'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas trop communiquer sur ce mode-là. En plus, comme ça coûte très cher, bon, c'est réglé comme ça. Et après, c'est pas vraiment la solitude, mais c'est ce qui est impliqué par la solitude, c'est qu'il faut toujours tout faire tout seul. Donc il faut prendre toutes les décisions tout seul. Il faut ensuite faire toutes les manœuvres tout seul. Il faut faire toutes les réparations tout seul. Il faut se faire à bouffer tout seul. Il faut faire la veille tout seul et tout le temps tout seul. Et ça s'arrête jamais. Donc ça, c'est dur, mais moi j'étais content de le faire parce que c'est ça que je voulais faire. Donc c'était dur, mais c'était bien en même temps, quoi, pour moi, en tout cas. Voilà. Well, I don't find solitude a problem at all. I've done most of my sailing on my own, and sometimes I'm quite happy to leave civilization. Quoiqu'il y ait la solitude, quelquefois il était bien content de quitter la civilisation. So time doesn't go slowly for me. I enjoy being alone, and when I got back after 10 months, it was as if nothing had happened. La solitude, c'est un problème pour lui. Ça s'est passé très bien et la fin est arrivée. C'est très bien. Pas de problème. It's I didn't have any voice communication at all, just messaging, like short messages on the tracker that I had, and I certainly did look forward to all these messages that I was getting from various friends. Donc il communiquait par message, hein, et ses parents, sa parenté et ses amis pouvaient communiquer par toutes les méthodes modernes. Hein. So, all in all, it was
great to be back home. I was really looking forward to being back home, but I didn't find, as I said before, I didn't find solitude a problem. So I reckon that's all I've got to say about that. I've done quite a lot of single-handed sailing, and I always enjoy it. Always enjoy going away. Comme il avait déjà fait beaucoup de voyages seul et il aime ça, la solitude, et donc pour lui c'était superbe d'arriver ici, mais c'était quelque chose qu'il a vraiment beaucoup aimé. Bonjour à tous. Je pense que Pierre-André a bien développé les phases de la solitude, les inconvénients, les avantages. Pour ma part, à moi, la solitude, c'était pas une punition, je l'ai bien vécu, j'en ai bien profité. Je me suis régalé. Oui, bonjour à tous également, merci d'être là. Personnellement, c'est pareil, je n'ai pas ressenti réellement de solitude. On est toujours en communication avec le monde extérieur et pas de téléphone parce que c'est, comme l'a dit Pierre-André, ça coupe, mais nous ne sommes jamais seuls et nous sommes réellement heureux, à part quelques petits moments de longueur que l'on peut ressentir par moment. Mais sinon, le reste du temps, on est bien. Voilà. On va répondre à deux choses. Io sono l'infiltrato italiano ed era la prima volta che viaggiavo da solo e che viaggiavo in oceano. Non avevo mai provato. E ho deciso subito di fare quello che col paragone con lo scalare le montagne poteva essere affrontare direttamente l'Everest, ed è andata molto bene. Ho fatto un mese di preparazione venendo dall'Italia fino alla Rochelle, poi sono partito il 1° di agosto dell'anno scorso. La mia idea era quella già dall'inizio di non fare un viaggio unico, perché pensavo e penso ancora che non sarei in grado di farlo completamente, e allora ho fatto 4 tappe. Ho fatto tappe alle Canarie, ho fatto tappa a Capoverde, poi a Cape Town, poi dovevo proseguire per l'Australia, ma una tempesta ci ha fermati, anche a lui, e siamo ritornati indietro. Poi sono rientrato dall'Atlantico, ho visitato Sant'Elena, che non è una cosa che capita tutti i giorni, e poi sono rientrato. Alors, si je me rappelle de tout. Donc moi je suis l'intrus italien. J'avais jamais navigué seul ni dans l'océan, mais je me suis dit que comme pour la montagne, quitte à commencer à grimper, autant commencer par l'Everest. Donc ça s'est plutôt bien passé. Par contre, je prévoyais pas de faire tout d'un coup, et j'avais prévu des étapes. Donc je me suis arrêtée une première étape aux Canaries. La deuxième, le Cap Vert, ensuite à Cape Town, et normalement c'était en Australie, mais il a été arrêté par une tempête. Voilà. Merci. On va parler un petit peu du Francis, de ton tour en solidaire, si tu veux bien, avec Fanche. Oui, puisque Fanche Guillon, malheureusement, n'est plus. Il nous a quittés au Brésil. Et ça a été quand même une grande histoire avec lui. Ça a commencé en 2017. On était déjà amis au sein de Voile sans frontières. Et il m'appelle en tout début 2017. Je suis en traitement de mon cancer. Et il me fait découvrir la longue route. Et je me suis inscrit, et j'ai souhaité l'accompagner. Moi surtout pour que ça me donne la motivation. J'étais persuadé que ça allait m'aider à la rémission du cancer. Et
il a vraiment été un acteur, justement, dans cette émission. Et puis après, eh bien, on est parti ensemble du Bono, le 18 juin, et on a été constamment ensemble. C'est-à-dire qu'au départ, c'était de partir le même jour et d'aller le plus loin possible ensemble. Et donc, j'ai eu un problème au Cap-Vert, j'ai dû m'arrêter, il m'a suivi. Après, il a eu un problème au Brésil, donc là, c'est moi qui l'ai suivi. J'ai eu des soucis techniques en arrivant au Cap de Bonne-Espérance, et j'étais prêt à m'arrêter à Cape Town, et de toute façon, il m'avait déjà indiqué qu'il allait me suivre. Bon, on ne s'est pas arrêté à Cape Town, parce que j'ai réussi à régler mes problèmes techniques. Mais il faut savoir qu'on communiquait tous les jours, ensemble. Donc on échangeait sur nos ressentis, on échangeait sur la météo, sur le routage. Et quand j'interviens, par exemple, dans l'océan Indien pour Loïc Lepage, puisque je suis sollicité par la GGR et par les secours australiens, de suite, lui, il est inquiet, il se dit que je prends trop de risques pour aller le secourir. Bon, a priori, il n'y avait pas tant de risques que ça s'est bien passé, j'étais plan B, et finalement, c'est un cargo qui a récupéré Loïc Lepage. Et puis, on a continué, arrivé en Tasmanie, là c'est encore moi qui ai un petit souci de voile, on s'arrête, on change les voiles, il gratte les coques des deux bateaux, et puis après, on repart de la Tasmanie, et toujours des problèmes de voile, et là je suis obligé de m'arrêter en Nouvelle-Zélande. Alors là, ça a été forcément une grande aventure, la Nouvelle-Zélande, puisque lui était arrivé bien avant moi, parce que toujours pareil, on se suivait à chaque fois et on s'arrêtait. Et donc, moi je connais de très très mauvaises conditions météo. Ça faisait 5 jours que je dormais que 2 heures par nuit. Et donc, je me suis endormi et le bateau a été à la côte. Donc j'ai éclaté l'étrave. Heureusement, j'avais une cloison étanche sur le bateau, donc qui fait que j'ai limité la voie d'eau. Et donc, il m'attendait, parce que la particularité, c'est que j'ai un chat. Et la Nouvelle-Zélande, forcément, c'est la quarantaine obligée. Et donc, il a fallu qu'il vienne avec, comme il est arrivé avant moi, il a fallu qu'il vienne avec une cage réglementaire au début du chenal pour que le chat soit dans cette cage pour rentrer sur le territoire. Après, il m'a sérieusement aidé parce qu'il maîtrise mieux l'anglais, enfin il maîtrisait mieux l'anglais que moi. Et donc, pour sortir le bateau de l'eau, pour réparer le bateau, pour tous les échanges qu'il y a eu avec les autorités, ça n'a pas été simple justement par rapport à mon chat. Et puis, on a même loué une voiture et on a eu un accident avec la voiture. Enfin, c'est pour dire que la Nouvelle-Zélande, voilà, ça a été compliqué, mais il a toujours été là, quoi. Dans tous les moments, il était là, et même quand le bateau est sorti de l'eau pour le réparer, j'étais hébergé dans son bateau qui s'appelle Chanik. Et après, on part de la Nouvelle-Zélande. Et puis, 10 jours après, il m'envoie un texto en me disant « j'abandonne ». J'abandonne et je vais à Auckland. Donc là, je lui dis non, Auckland, on oublie. Avec le chat, c'est pas possible. Et j'avais proposé qu'on aille ensemble à Tahiti, puisque de toute façon, toujours sur le même principe, on était solidaires et donc on s'accompagnait. Bon, finalement, il a réfléchi et on a continué notre route. Et il faut savoir qu'on a passé le Cap Horn avec 25 000 d'écart, et partant de la Nouvelle-Zélande, ça fait 5 600 000, près de 10 000 km, et on a passé donc avec 25 000 d'écart le Cap Horn. Lui, il a eu la chance d'être plus près de moi, puisqu'il a communiqué avec les 2 personnes du phare. Mais il faut savoir aussi, c'est ça qui est important, peut-être que
Mes amis vont en parler, mais dans le Grand Sud, nos plus grands moments, ça a été les déferlantes. Dieu sait, enfin les déferlantes, les dépressions. Dieu sait si c'était violent, toujours avec une crainte de chavirer, de démater, mais le spectacle était extraordinaire. Et nous, on le partageait en direct. Parce que de vous décrire la scène, il faut l'avoir vécu quand même. Et ça, c'était un spectacle extraordinaire. Et le fait de le partager ensemble, ça a été mais vraiment de merveilleux moments. Et qui fait que quand on arrive au Cap Horn, là il se plaint de douleur et qui ressemblait forcément à une hernie, enfin forcément, une hernie inguinale, puisque moi j'avais connu ça peu de temps avant. Et donc là, ça a été de l'encourager pour qu'il s'arrête. Et je crois même qu'il avait appelé Gilles pour avoir un conseil, et c'était de lui dire là, il vaut mieux que tu arrêtes parce que tu risques une occlusion intestinale. Donc là, c'est lui qui a besoin de s'arrêter au Brésil. Et donc, je le suis, et on s'arrête au Brésil. Et partant du Cap Horn, donc ça fait 3500 milles, et on est arrivé bord à bord au Brésil, dans la rivière qui mène à la marina Jacaré. Du reste, on a fait la une de la première télévision brésilienne, parce que c'était la première fois que 2 marins faisaient un tour du monde Brésil-Brésil, puisqu'on s'était arrêté en descendant, et donc au retour, on s'y arrête. Mais là, ça a été un déchirement, parce que j'ai laissé Fanche au Brésil. Lui, il est rentré pour se faire opérer. Et je vois encore cette image de le voir le laisser sur le ponton, lui et Chanic, son bateau, et moi repartir en France. Alors, on n'a pas coupé les liens, loin de là. Il a fait le routage pendant 40 jours, pour que le temps que je remonte en France. Il était là, à mon arrivée, à Bordeaux. Et il était même sur le bateau. On a fait une petite descente sur l'estuaire. Donc voilà, c'était toujours dans la continuité quand même de ce qu'on avait vécu. Mais on a vécu ça pendant 10 mois. Donc 10 mois, c'est quand même... je dis que c'est un ami, mais non, c'est un frère des océans que j'ai eu et qui malheureusement n'est plus là. Alors je sais bien que c'est la fête, on ne va pas ternir cette fête-là, mais pour moi c'est un manque terrible. Voilà, merci beaucoup. Merci Francis. Tu l'abordais en fait, les grosses dépressions du Sud. Donc vous êtes plusieurs à... Bon, vous en avez tous pris, hein, ça c'est sûr. Vous êtes plusieurs à les avoir pris plus fort que les autres, à avoir même dû abandonner à cause de ces tempêtes que tu as appelées, Manu, Big Storm. Est-ce que vous pouvez nous en parler, Manu, Sébastien ou... Bonjour. Oui, les dépressions du Sud, effectivement, c'est quelque chose. Et ce sont des dépressions qui peuvent assez rapidement virer un peu, très, 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 très violentes. Et ça a été un peu le cas pour moi, pour nous, avec Andrea, ou sous le cap de Bonne-Espérance. Donc, il est arrivé une dépression qui s'est dans les derniers jours transformée en tempête très violente. Et donc ça a été un moment assez dur et assez violent. Donc j'ai personnellement passé plus de 10 heures avec des vents de plus de 80 nœuds. Et c'est assez étonnant la différence qu'il peut y avoir entre 60 nœuds et 80 nœuds. Et c'est à ce moment-là où j'ai cassé tout mon appareil à gouverner, enfin le gouvernail automatique, le régulateur d'allure. Et donc j'ai eu vraiment du mal à continuer, j'ai dû rebrousser chemin. Et je suis retourné donc sur Cape Town à travers une autre dépression.
Et c'est là où j'ai été accueilli par les autorités du port et qui m'ont confirmé que cette dépression était vraiment très grosse. Je crois qu'Andrea aussi y a laissé des plumes. Et il y avait donc des creux vérifiés par un safety de plus de 15 mètres dans les courants des aiguilles et le courant antarctique. Donc ce qui faisait une mer totalement étonnante, enfin personnellement quelque chose que j'avais jamais vu, que j'espère pas revoir, hein. Et qui a été vraiment très violent, des moments très difficiles. Personnellement, j'ai eu comme casque le régulateur, donc ça j'étais assez satisfait à cet endroit-là, parce que j'aurais pu, je pense, j'aurais pu avoir moins de chance. Il y avait un maxi, le Maxirus Vedel, qui était à quelques milles de moi, donc qui partait faire la course là, à Sydney-Hobart, un maxi de 80 pieds. Eux ont chaviré carrément, se sont mis sur le toit. Je crois qu'il y a eu 3 blessés à bord. Et voilà, donc je crois que c'était quelque chose de très sérieux. Andrea peut-être peut en parler aussi, hein, parce que lui était plus au nord, et je pense peut-être un peu plus loin du centre de la dépression, mais sûrement dans un endroit peut-être plus dur au niveau de la mer, parce que sur le banc des aiguilles, et donc en plein courant aussi. Donc Andrea. Sì, capito. È come ha raccontato Manu. La differenza del punto dove mi trovavo io è che le onde sono state misurate a circa 18-20 metri di altezza, quindi con un palazzo di 6 piani, ed il tutto è durato circa 60 ore, con un 24-25 ore a più di 70 nodi costanti. Per fortuna ero riuscito a tirare giù tutte le vele, ho fatto il record di velocità senza vele, la barca è andata fino a 16 nodi di velocità, soltanto scendendo dalle onde, dritta in picchiata. E mi sono girato, anzi mi sono sdraiato 4 volte, però per fortuna con pochi danni. E sono rientrato allora a Cape Town, dove ho conosciuto Manu, dove ho conosciuto Alain, e poi sono ritornato però per l'Atlantico. Non ho finito il giro, per quest'anno va bene così. Du coup, lui était plus au nord que Manu, et il s'est retrouvé donc face à des vagues de 18-20 mètres, donc un immeuble de 6 étages. Heureusement, il a réussi à baisser toutes ses voiles, et même comme ça, il a battu des records de vitesse sans voile, donc il était à 16 nœuds, voilà, avec un vent qui était dans les 70 nœuds en permanence pendant 60 heures. Et il s'est retourné 4 fois, mais heureusement, malgré ça, il a tenu bon. Et puis après, du coup, ils l'ont ramené, il est revenu à Cape Town, et c'est là qu'il a rencontré donc Manu et Alain. C'était juste pour dire que Andrea, en fait, lui était plus au nord et vraiment sur le banc des aiguilles, un peu plus loin du centre de la dépression, mais je pense dans l'endroit le plus mauvais où on pouvait se trouver au niveau de la mer. Hein, donc, on est content qu'il soit là. Oui, ouais. Oui, je crois qu'il faut préciser un petit peu au niveau géographique. Donc au sud, vous voyez le cap de Bonne-Espérance, à peu près cette espèce d'arrondi de l'Afrique, là, tout au sud. Au sud du cap de Bonne-Espérance, il y a un endroit qui s'appelle le banc des Aiguilles, qui est un banc de pêche, qui est un endroit très peu profond. Et il y a tout l'océan Indien avec le courant des aiguilles qui longe la côte est pour passer au sud de l'Afrique du Sud, et les dépressions, elles arrivent dans l'autre sens. Donc ça lève une mer absolument démontée, un petit peu ce qu'on retrouve sur tous les bancs un petit peu partout au monde, que ce soit le Rat-de-Seine ou des endroits comme ça, avec des mers complètement dantesques et des forces de vent qui sont maniables ailleurs, mais qui à cet endroit-là ne le sont pas. Il n'y a pas qu'à cet endroit-là qu'il y a des grosses tempêtes, et notre ami Sébastien aurait peut-être 2-3 mots à nous dire sur les tempêtes du Pacifique. Bonjour.
Bon, il fallait un naufrage dans cette longue route, ce fut moi. Donc, ouais, si on est parti sur la longue route, c'est surtout pour aller naviguer dans les mers du Sud et affronter la houle du Sud, de l'océan Indien et du Pacifique. Et donc, j'ai pas été déçu de ce côté-là, puisque c'est exactement ce que je voulais. Donc, tout s'est bien passé pendant les 3/4 du parcours, on va dire, 2/3. Et donc, j'étais très content de moi, du bateau. C'était vraiment des très bons moments que j'ai passés en mer avec le bateau. Et puis, je suis resté toujours plutôt assez nord par rapport aux autres concurrents. Parce que pas trop pour le vent, c'était surtout pour pas trop avoir froid, parce que dès qu'on descendait en dessous de 40, ça commençait à faire très froid. Et je préférais rester un petit peu au chaud. Donc c'est pour ça que je suis passé par le détroit de Basse. Et puis, comme la météo s'enchaînait bien, j'ai continué sur le Cook Strait. Et là, j'ai passé vraiment des semaines superbes là, sur le bateau, avec du vent portant, une bonne température. Je faisais des super moyennes. Là, je faisais des journées à plus de 200 000. Donc, j'avançais bien. Et puis, je me suis... avec tout ça, je suivais, grâce à l'Iridium, le téléphone satellite, les aventures de Fanch et Francis. Comme on recevait la position de tous les autres concurrents 2 à 3 fois par semaine. Donc, je visualisais un petit peu tous les autres participants autour de moi. Là, il y avait surtout David, là, Toto, là, que j'ai eu du mal à le passer là, pendant la première moitié. Et puis après, la Nouvelle-Zélande, je suis parti devant. Et il y avait, je savais que Francis et Fanch avaient été pas mal ralentis avec toutes leurs aventures, là, que je suivais plus ou moins. Et je les avais en ligne de mire pour passer le Cap Horn, parce que j'espérais pouvoir passer le Cap Horn avec Francis et Fanch, et dans l'espoir qu'on puisse faire une photo des 3 bateaux devant le Cap Horn. Et ça aurait été difficile de toute façon, quoi qu'il arrive. Et donc, arrivé à la moitié du Pacifique, j'ai envoyé un email à Fanch et à Francis pour leur demander ce qu'ils comptaient faire, parce que la météo était assez confuse et il n'y avait rien qui se dégageait. Et Francis et Fanch m'ont dit, nous, on descend. Alors, je lui ai dit, je vous suis. Et donc, on est descendus tous les 3 sur la première dépression. Et donc, elle est bien passée, celle-là, c'était pas trop de problème. Et après, normalement, ça devait aller mieux. Et puis, en fin de compte, ça n'a pas été mieux du tout. Il y en a eu une deuxième arrivée avec une troisième derrière. Francis et Fanch m'ont dit, nous, on remonte un petit peu au nord, on les laisse passer, on ira plus tard. Et puis, moi, j'ai décidé de continuer. J'étais plus qu'à 1500 000 du Cap Horn. Donc, avec les vitesses que je faisais, j'étais à moins d'une semaine. Donc, je me suis dit, tant pis, je vais me couvrir, il va faire froid, mais ça va aller vite. Et puis dans le sud, les dépressions, il y a toujours le vent du nord-ouest, ça commence par du vent de nord-ouest. Et après, une fois que le front est passé, ça vire au sud-ouest. Donc avec le vent de nord-ouest, ça lève une houle de nord-ouest. Et le changement de vent est très brutal, quoi. En 1 minute, on a 40 nœuds de nord-ouest et ça vire à 40 nœuds de sud-ouest. Donc là, il y a une seconde houle de sud qui se crée, et avec la houle de nord qui n'est pas assagie, ça fait ce qu'on appelle des vagues pyramidales, qui sont beaucoup plus hautes qu'un train de houle habituel, où ça passe très bien. Et donc, j'avais vraiment le minimum de voilure, parce que le bateau il partait vraiment très vite, quoi. Si avec la grand voile, j'étais à plus de 10-15 nœuds assez rapidement, donc là c'était assez inquiétant. Donc j'ai affalé la grand voile, j'ai juste laissé la trinquette là, qui va faire une dizaine de mètres carrés, mais j'étais encore à plus de 10 nœuds, j'arrivais pas à ralentir le bateau. Et donc j'ai dû monter sur une de ces vagues pyramidales qu'on appelle vague scélérate. Et le bateau a décollé, et il est retombé sur le côté triport, sur le flotteur, ce
qui a entraîné un déchirement de la strate entre le flotteur et la poutre. Donc il y a eu des couinements dans le bateau, parce que tout résonne dans les bateaux en contreplaqué époxy. Et donc là, je me suis dit, là c'est fini, le Cap Horn c'est terminé, donc je vais remonter vers la Polynésie pour essayer de réparer. Et comme je savais que Francis et Fanch étaient à côté, je les ai tout de suite appelés pour leur dire, voilà, j'ai un problème avec le bateau. Et donc faites gaffe, on était entre 150 et 200 000 tous les trois. Donc je vous tiens au courant de la suite des événements. J'ai appelé aussi Olivier Merbeau là tout de suite pour le prévenir. Et donc tout de suite, Francis et Fanch m'ont dit, t'inquiète pas, on est là, s'il se passe quoi que ce soit, de toute façon on te récupère, on est là. Donc là-dessus, j'étais très rassuré. Déjà, ça allait mieux, j'étais pas tout seul là au milieu du Pacifique. Et puis dans la nuit, le vent ne s'est pas calmé et le flotteur a fini par se détacher complètement. Donc là, je savais que je pouvais plus rien faire, je pouvais pas sauver le bateau. Donc j'ai déclenché la balise de détresse. Et heureusement, le MRCC Chili m'a tout de suite appelé en me disant qu'il y avait un cargo à 80 000 de ma position, ce qui est vraiment un coup de chance inespéré parce que je pensais qu'il n'y avait personne dans ce coin-là. Et le cargo m'a récupéré le lendemain après-midi, un équipage ukrainien qui a fait une superbe manœuvre pour me récupérer. Là, dès que le cargo s'est mis à mon vent, la mer et le vent se sont calmés. Ils m'ont envoyé un filin. Et j'ai pu me crocheter là, avec mon harnais et ils m'ont récupéré. La seule chose, c'est que je pensais pouvoir, avec le bateau, là j'avais démarré le moteur, j'avais le moteur qui fonctionnait encore, donc j'étais en parallèle à 3-4 nœuds à côté du cargo. Donc je pensais, moi j'avais déjà vu ça dans des vidéos, qu'ils allaient me lancer une échelle de corde et que j'allais pouvoir sauter sur l'échelle de corde et grimper sur le pont. Mais comme le cargo s'est mis côté où le flotteur était cassé, donc je ne pouvais plus monter sur le flotteur. Et donc je ne pouvais pas me mettre à couple du cargo. Donc ils m'ont lancé le filin. Et le seul moyen de monter sur le cargo, c'était de sauter dans l'eau pour qu'il me dégage du trimaran et me remonter après. Donc là, il y a eu un petit moment, je pense, risqué, mais je ne m'en suis pas du tout aperçu sur le moment. Et donc la manœuvre s'est très bien passée, j'ai sauté à l'eau, ils m'ont tiré, là je sais pas, pendant 1 minute, et 1 minute après j'étais sur le pont du cargo, sain et sauf, donc ça c'était une autre expérience, et après, et à peine 1 heure après, j'étais à la table du capitaine en train de manger un bon repas, donc à parler avec tout l'équipage ukrainien, donc qui ont été formidables avec moi, et à partir de ce moment-là, c'était une nouvelle aventure. Donc là, c'était plus une aventure solitaire, c'était une aventure humaine avec cet équipage qui m'a réconforté et qui m'a donné des avis parce que j'avais plus une fringue avec moi, j'avais plus que ma combinaison de survie. Ils m'ont nourri pendant 1 mois, on a parlé, on a rigolé, c'était une super expérience pendant 1 mois, et puis ça m'a permis de finir le tour du monde par la mer, parce que j'aurais pas trop aimé qu'ils me débarquent en Amérique du Sud et puis prendre un avion, et 48 heures plus tard j'étais à Paris. Donc là j'ai passé 30 mois en mer sur ce cargo, et je suis arrivé à Amsterdam début mars. Voilà, donc c'était une deuxième expérience, et donc il faudra voir avec Olivier le règlement exact de la longue route, mais donc j'ai fait la longue route, pas sur un seul bateau, sur 2 bateaux différents. Voilà. Merci Sébastien. Malheureusement, pas de nouvelles. Oui, alors le bateau, c'est la grande question. Moi aussi, je me demande de tous les jours où il est parti.
Quand je l'ai quitté, il était encore debout. Il y avait le mât qui était debout, le bateau flottait à l'endroit. Mais bon, je pense que vu les conditions de mer, le mât a dû tomber. Je ne sais pas s'il s'est retourné ou pas. Mais, et de toute façon, donc avec les vents et les courants, il a été forcément poussé vers le Chili. Donc je pense qu'il a dû aller s'exploser sur les rochers chiliens. Là. Voilà. Donc peut-être qu'on aura des nouvelles des autorités chiliennes qui retrouveront peut-être un bout de coque ou quelque chose qui me dira s'il est arrivé là-bas. Voilà. Merci. Je crois qu'il y en a qui ont... De toute façon, vous avez tous eu des rencontres avec la nature et la faune, que ce soit dans le nord, dans le sud. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a envie un peu en parler de justement cette rencontre. Manu Hautecamp, qui sera là ce soir, en parle très bien, mais voilà, il est malade. Donc, je ne sais pas si quelqu'un veut parler un petit peu des rencontres... Moi, j'ai pêché un albatros parce que j'avais des lignes de traîne et il s'est accroché. J'ai mis le bateau à la cape et j'ai réussi à la ramener tout doucement dans le bateau. Donc, je l'ai décroché et il est resté 2 heures parce que, en principe, les oiseaux, quand on les pêche comme ça, ils sont tétanisés, ils ont une certaine peur, c'est pas leur milieu. Mais ce qui était assez marrant, c'était que le chat qui était là, et lui, il était tapi au fond du cockpit, et l'albatros était forcément 2 fois plus gros que lui. Donc j'ai fait une petite vidéo que j'avais communiquée sur mon blog à ce moment-là, et évidemment, ça n'avait plu à beaucoup de monde, parce que la situation était quand même belle à voir, parce que d'abord, ce sont quand même des oiseaux... d'une très grande envergure, qui sont d'une très grande beauté. On est toujours admiratif devant ces oiseaux. Hein. Et là, d'en récupérer un, et puis cette observation avec le chat, c'était vraiment une situation marrante. Et après, j'ai attrapé l'oiseau dans les bras, parce qu'une fois qu'il est posé comme ça, on peut en faire ce que l'on veut. On peut le caresser, il n'est pas agressif. Et je l'ai pris dans mes bras et je lui ai donné l'élan pour qu'il reparte. Et il a tourné au moins 3-4 jours autour du bateau. Et il venait même se poser derrière le bateau, et puis il repartait. Ah, c'était une bonne expérience. Je ne sais pas si quelqu'un veut parler aussi encore de... Andrea ? Sì, l'incontro più straordinario è avvenuto proprio durante la tempesta di Cape Town, dove davanti a me, nel mare forza 9-10, non si sa bene che mare fosse, 3 megattere, 3 balene sono saltate fuori. Per loro era un gioco quel mare lì, per me no, però è stato veramente eccezionale. Ho visto poi molte balene anche in Mediterraneo, tantissimi delfini, tantissimi tonni. Però leggendo i diari di Colombo, che ce l'avevo a bordo, a quell'epoca, nel 1492, ogni giorno loro annotavano che vedevano qualcosa, pellicani, balene, orche, vedevano tutti i giorni qualcosa. Invece noi, secondo me, dobbiamo considerare che la bellezza di un tempo purtroppo penso che non ci sarà più. Alors pour moi, la plus belle rencontre, c'était pendant la tempête, où il y a eu 3 baleines gigantesques qui sautaient en l'air, parce qu'elles devaient considérer que les vagues comme ça, c'était un jeu. Donc pour moi, c'était pas du tout un jeu, mais pour elles, ça avait l'air sympa. Et puis alors déjà, j'avais vu déjà en Méditerranée beaucoup de dauphins, tout ça, mais c'était pas pareil. Et à bord, j'avais le carnet de bord de Christophe Colomb, et il disait que chaque jour, en fait, en 1492, il y avait tous les jours, il voyait des orques, des baleines, et lui, il les a vus à ce moment-là, mais c'est quand même pas du tout la même fréquence, et donc on doit bien se rendre compte que notre environnement, il est en train de changer, et qu'il y a de moins en moins d'animaux en mer. Voilà.
Non, ben, juste alors, puisque j'ai le micro, je dirais que comme rencontre, je crois que tous dans le sud, on a vu tous bien sûr ces albatros, et ça reste quand même vraiment l'image, je crois, l'image du sud, une des images parmi les plus belles, hein, c'est les premiers albatros, et voilà, c'est avec qui on ce vol magique, et qui sont vraiment le symbole des mers du sud, quoi, hein, c'est un petit merci pour les albatros. Oui, ça me fait penser que quand Anders s'est fait mal en descendant de Suède, et donc il a fait demi-tour vers l'Équateur pour remonter jusqu'aux Canaries parce qu'il s'était vraiment blessé. Il s'est arrêté aux Canaries pendant quelques semaines. Il a rencontré Gilles là, qui lui a donné quelques conseils sur le plan médical qui lui ont permis de reprendre le moral. Ce qui fait que quelques semaines plus tard, il m'envoie un email en me disant « Bon, je repars, je ferai pas la longue route, mais j'ai trop envie de revoir des albatros, je descends dans le Grand Sud et puis je remonterai. » Et puis, visiblement, il est descendu dans le Grand Sud, il a vu des albatros, j'espère, pour lui. Et puis, il a tourné à gauche et il a oublié que faire un demi-tour, c'est faire 180 degrés. Il a fait que 90 degrés et il a fini la longue route comme ça. Et il est devenu le premier Suédois à faire un tour du monde en solitaire et en ayant vu des albatros. Ok, après la rencontre, à moins qu'il y en ait d'autres qui veulent en parler des rencontres avec les animaux, non? Oui, Gilles. Alors, oui, moi je n'ai pas rencontré de baleines, contrairement à certains, dont Manu Watzkamp, qui a été accompagné pendant 2 jours avec des baleines, et ça devait être une rencontre absolument magique. Mais dès Tristan d'Acunha, on rencontre les albatros, avec les albatros bruns, puis les grands albatros qu'on a l'habitude de voir en photo. Et on est toujours accompagné par ces oiseaux qui sont absolument magnifiques, qui pêchent, qui se servent de temps en temps des bateaux pour pêcher, et qui sont silencieux, absolument silencieux en mer. Et on a tous ces oiseaux sur tout le Grand Sud. Et puis autre chose, on voit différentes sortes de dauphins, dont des dauphins qu'on trouve avec une tête blanche, des petits dauphins qui sont absolument magnifiques et qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer en Atlantique Nord. Merci. Oui. Oui, donc j'ai une question, non pas du public. Est-ce qu'il y a eu besoin de vous mettre à l'eau pour nettoyer la coque ou pour... David, je sais que tu as eu un problème, toi, avec des filets dérivants, donc, où tu as dû te mettre à l'eau parce que tu étais pris dedans complètement. Donc est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, puis les autres, ceux qui ont dû se mettre à l'eau pour nettoyer la coque, parce que je crois qu'il y a eu pas mal d'anaphytes et de coquillages. Alors, en fait, moi, dans le 41e jour de mer, dans l'Atlantique Sud, vers 25 Sud, en contournant l'anticyclone de Sainte-Hélène, je me suis mis dans un filet, mais un énorme filet. Et le bateau s'est bloqué dedans. Et le filet était tellement dense que je pouvais descendre du bateau et marcher sur le filet, autour du bateau. Et donc il y avait du vent, il y avait du courant. Et en fait, je dérivais et le bateau était en compression dans le filet. Donc c'est devenu vraiment très compliqué pour se dégager. J'ai mis 3 jours. C'était vraiment une aventure dans le voyage. C'était sans doute ma plus grosse galère. Il y a un cargo qui s'est détourné pour me porter assistance. Je n'ai pas sollicité l'assistance, mais il est resté toujours en contact pendant 48 heures peut-être. Et alors il y a eu j'ai perdu du temps avec ce filet. J'ai mis vraiment, il y a eu plein d'efforts pour se dégager du filet. Mais surtout, en fait, le filet était rempli d'anatifs. Il y avait tout un écosystème sur le filet.
Et le bateau s'est sali après. En fait, ça m'a contaminé tout le voyage. Ça m'a retardé parce que les anatifs poussaient. Et voilà, donc j'ai passé 3 jours à l'eau en tous les cas sur ce coup-là. Voilà. J'ai tout tenté. J'ai plongé, j'ai coupé, j'ai plongé énormément, j'ai fait plein d'apnées. Et puis j'ai même essayé le plus gros du travail, je l'ai fait en faisant des espèces de boudins. J'allais passer des câbles autour de filets. Je l'ai remonté avec une drisse de mât ou par un winch. Et après, j'avais une disqueuse en fait, avec une batterie portable. Et je coupais des rondins de cordage. Parce qu'en fait, les cordes faisaient au moins 2 ou 3 cm de diamètre. Et il me fallait 2 apnées pour couper une seule corde. Donc c'est vraiment, j'ai fait le gros du travail comme ça avec une disqueuse en faisant sortir les rondins le long de la bordée du bateau et en le tronçonnant avec une disqueuse. Voilà. Ouais, le nouvel outil indispensable de sécurité auquel j'aurais jamais pensé devoir embarquer sur un bateau, c'est la meuleuse longue, la batterie. Voilà, ça c'est une des grandes découvertes de cette longue route. Et je pense qu'il y en a plusieurs qui vont s'équiper maintenant. Ne pas oublier d'acheter des disques aussi et des couteaux qui coupent, parce que ça, je sais par expérience que surtout les filins de pêche qui sont en polypropylène, ça désaffûte les couteaux à une vitesse abracadabrante. Et on donne 4 coups, on n'a pas fini de couper le filin, mais le couteau ne coupe déjà plus. Et là, il n'y a pas de couteau de plongée, quelle que soit la marque, quelle que soit la qualité, qui tienne le choc. Il faut acheter du couteau le moins cher possible, affûté, en acier, et c'est un produit jetable. Jetable à terre, évidemment, mais c'est un produit à usage unique, si je puis dire. D'autres réactions là, Pierrot? C'était pour répondre à ta question concernant... c'est vraiment un conseil là, pour mes petits camarades qui vont partir, c'est avant de quitter les eaux chaudes de l'Atlantique Sud, de plonger pour gratter tout ce qu'ils peuvent gratter d'anatifs. Les anatifs, ce sont des mollusques qui au départ se collent sur la coque, mais ils sont de très petite taille, on a même du mal à les voir à l'œil nu. Mais ensuite, ils grandissent, une fois qu'ils sont scotchés sur la côte, ils grandissent et ils deviennent cette longueur-là, à peu près, ce diamètre-là. Et ça fait que ça freine considérablement le bateau. Et donc, un certain nombre de concurrents du GGR, la course qui s'était faite en parallèle, qui était partie en juillet dernier, ont terminé leur tour du monde à 3 nœuds de vitesse parce qu'ils avaient la coque complètement blindée d'anatifs. Donc pour empêcher ça, il faut aller à l'eau et enlever tout ce qu'on peut enlever. Normalement, on doit pouvoir tout enlever avant de passer dans les eaux froides. Moi, j'avais fait ça. D'ailleurs, j'avais eu l'idée de faire ça parce que Moitessier, dans la longue route, il raconte justement qu'il va dans l'Atlantique Sud à l'eau avec un grattoir pour gratter les anatifs. Et donc, quand j'avais préparé mon bateau, j'avais pris mon grattoir parce que je me disais, je vais faire comme ça. Et bien que j'ai fait ça, un moment dans le Pacifique, j'ai regardé par-dessus bord parce que c'était un jour de temps calme et j'ai vu qu'il y avait des anatifs qui avaient quand même poussé, et donc dès que j'ai pu aller les gratter, je suis allé les gratter. Et je crois que c'est vraiment important si on veut que le bateau continue de naviguer correctement, quoi. Et notamment quand on doit remonter l'Alizé de Nord-Est une fois qu'on a passé l'équateur, si on a une carène dégueulasse, et là c'est vraiment dégueulasse de chez dégueulasse, le bateau il avance plus, il dérive énormément et c'est de l'abomination, quoi. Donc ça, faut vraiment y aller, quoi. Ça, c'est mon petit conseil. Hein. Voilà. Merci.
Il y en a qui ont abandonné aussi pour des raisons non techniques. Donc moi j'appelle ça un petit peu les rencontres avec soi-même. Est-ce que vous pouvez nous en parler, Guy-Marie par exemple, et puis Jérôme? Merci Bruno. Bonjour tout le monde. Oui, effectivement, moi j'ai abandonné alors que le bateau était en parfait état, aucune usure, rien, et j'ai fait demi-tour au niveau de l'équateur parce que, en fait, j'avais une angoisse dont j'arrivais pas à me débarrasser, qui était dans le cas d'une casse éventuelle, un dématage ou pire. Je voulais pas me retrouver dans les mers du Sud à faire escale au Cap ou en Nouvelle-Zélande sans aucun argent et en laissant le bateau là-bas et en rentrant en France parce que j'avais vraiment, je devais pas d'argent en partant, mais j'en avais pas devant moi, quoi, du tout, quoi. Et donc, c'était pas rationnel, c'était une peur, enfin une peur, c'est pas une peur, mais c'est quelque chose qui m'accompagnait. J'arrivais pas à m'en débarrasser, et je m'étais donné l'Équateur pour essayer de me raisonner et de me dire, bah non, le bateau est prêt, enfin, il n'y a pas de raison, quoi. Et non, j'y arrivais pas. Donc j'ai pris la décision de faire demi-tour et c'était parfait parce que ça a été mûrement réfléchi et je suis très content. Je suis rentré en Bretagne et avec le bateau en parfait état, j'ai ramené le bateau, je suis en parfait état et j'ai eu grand plaisir à faire, j'ai mis 70 jours à peu près. Et j'ai eu grand plaisir à le faire et voilà quoi. Donc j'ai assumé complètement cette décision. Donc ouais, j'ai fait demi-tour sans c'est moi qui ai décidé, c'est pas le bateau qui m'a obligé à faire demi-tour, quoi. Le bateau il méritait de continuer, quoi. Et voilà. Ok, tu as commencé à aborder un thème intéressant, c'est le plaisir de naviguer et le plaisir de partir sur cette aventure. Donc, qu'est-ce qui veut me parler un petit peu du plaisir qu'il a pris alors déjà à préparer, parce que c'est vraiment un projet de longue haleine, et puis à partir et à naviguer comme ça. Dunque, adesso non ho in programma a breve di fare ancora delle cose lunghe con la mia barca, anche perché è problemi di tempo, cioè purtroppo come a tutti mi tocca ancora lavorare per un po' di anni prima di darmi soltanto... Non sono fortunato come Alain che vive in barca o come Manu, che però sono molto più vecchi di me. E quindi adesso l'idea è andare sulle loro barche nei Caraibi, in giro a Portosanto e divertirmi con loro. Questa esperienza comunque mi ha lasciato un grande piacere di navigare. Tanti mi dicevano due cose: o che non avrei più abbandonato, cosa che ho pensato a un certo punto di non tornare più indietro, però il senso del dovere, diciamo così, e della famiglia mi hanno riportato indietro, oppure che mi sarebbe venuta la nausea e non avrei più navigato. Niente di tutte queste due cose, ho ancora voglia di navigare, anche soltanto per fare poche miglia fuori dal mio porto in Liguria, in Italia, oppure anche l'idea di fare lunghe navigazioni. C'était un grand plaisir de pouvoir naviguer. Après, je ne sais pas si je le referai avec ma barque. Moi, j'ai pas je vis pas sur mon bateau comme Alain ou comme Manu, mais bon, peut-être que je naviguerai sur leur bateau. Et puis bon, ils sont aussi beaucoup plus vieux que moi. Je traduis, hein. Et puis j'avais un peu, en partant, je me demandais est-ce que peut-être que je voudrais plus jamais rentrer, mais j'ai quand même, j'ai ma famille, j'ai mes obligations, ou alors peut-être que j'en pourrais plus et puis je voudrais plus jamais naviguer. En fait, j'y ai pris plaisir et j'ai toujours envie de naviguer. Mais bon, moi je ferai aussi près de chez moi à la journée ou quelques jours, et voilà. Il y a différents modes de navigation aussi. Voilà, moi je trouve que c'est bien qu'on parle un petit peu du plaisir, parce que là on a beaucoup parlé de nos problèmes, de nos galères entre guillemets, et ça fait un petit peu la somme de toutes les peurs.
Mais il ne faut pas oublier que naviguer, même dans les 40e, et surtout peut-être dans les 40e et dans les mers du Sud, c'est beaucoup de plaisir, et que c'est des moments difficiles, mais c'est beaucoup de moments, de beaux moments, et de moments tranquilles, et de beaux moments, quoi, tout simplement. Voilà, c'est tout ce que... Je vais redire un petit peu la même chose que Manu, enfin pas tout à fait, mais parce que bon, quand on parle de le contraire du plaisir, c'est la souffrance. Et enfin, en ce qui me concerne en tout cas, j'ai beaucoup souffert dans le tour du monde, parce que j'étais tout le temps fatigué, parce que j'étais tout le temps à la manœuvre, et parce que contrairement à Sébastien qui avait un bateau qui allait très vite, mon bateau c'est un petit bateau qui va pas très vite, donc j'étais obligé de faire une route assez sud pour pouvoir raccourcir mon chemin. Et donc j'ai eu tout le temps froid, par exemple. Donc beaucoup de souffrance, de fatigue, d'épuisement parfois. Mais à travers ça, enfin pas à cause de ça, hein, mais à travers ça, j'avais la joie profonde. Donc c'était pas du plaisir, en tout cas pas toujours du plaisir, mais c'était toujours la joie profonde d'être là. Et de participer à cet univers des hautes latitudes qui est très très beau, qui est dur mais qui est très très beau, et qui vous apporte beaucoup, qui vous promet rien mais qui vous donne beaucoup. Il y a des paysages qui promettent beaucoup et qui sont très décevants, et il y a des paysages qui promettent rien et qui vous donnent beaucoup. Et ça, c'est les hautes latitudes, et c'est ça qui fait qu'on a envie d'y aller et qu'on a envie d'y retourner. En tout cas pour moi. Oui, tu m'expliquais d'ailleurs que quand tu n'avais pas tu avais un petit désalinisateur à main, et donc que tu passais 1h30 par jour à pomper dans ton cockpit pour faire de l'eau douce, et que tu profitais de ce temps-là pour admirer le paysage et t'imprégner du paysage. Oui. Disons que l'heure et demie de pompe était un moment où je me disais, bon, c'était une façon aussi de... Parce que la pompe, c'est un petit peu fastidieux quand même, on est là comme ça, un peu comme un Shadok. Bon. Et je me disais, bon, je vais regarder la mer, ça m'aidera à passer le temps. Souvent dans les moments de pompe, je cogitais aussi à ma navigation, quelles options je voulais prendre et tout ça. Mais sinon... disons, la contemplation de la beauté de l'océan, elle n'est pas juste quand on se pose pour regarder, en fait elle est là tout le temps. Quand tu prends un riz, quand tu changes une voile d'avant, quand tu règles ton régulateur d'allure, quel que soit ce que tu fais, tu es en participation avec cet environnement, et donc tu es en contact avec la beauté, quoi. Hein, pas besoin de s'asseoir pour regarder, en fait ça te prend de tous les côtés, quoi, en quelque sorte. Et donc, on va vous passer la parole, hein, quand même, ne craignez pas. Est-ce que vous avez trouvé ce que vous alliez chercher, et quelle est la satisfaction que vous avez de cette aventure? Est-ce que vous cherchiez quelque chose de précis? Voilà, je voulais juste revenir un petit peu sur la question d'avant. Quand à la première réunion qui a eu lieu dans la brasserie avec Guy Bernardin, il avait bien expliqué que faire un tour du monde, c'était partir se faire plaisir avant tout. C'était pas partir souffrir, c'était vraiment aller se faire plaisir. Donc est-ce que vous avez trouvé, et qu'est-ce que vous alliez chercher? Molto velocemente. Era un sogno di avventura in un mondo dove, per me almeno italiano, dove il mare non ce l'ho perché sono di Milano, non immaginavo niente di più grande, e ho confermato questa idea. È
un'avventura irripetibile per come l'ho fatta. Se anche dovessi fare una seconda volta non sarebbe più lo stesso, perché adesso la curiosità di sapere prima, non avendo mai provato niente di così grande, di così forte, anche la tempesta, soprattutto perché l'ho superata e sono qui a raccontarvelo, è una cosa che è veramente indescrivibile. Tu sei in un momento di contemplazione di questa enormità della natura che non può essere resa se non provando queste cose, e spero, almeno in Italia, che si naviga pochissimo e comunque di avventura ce n'è come senso molto molto poco, di portare questo esempio soprattutto per i bambini, i ragazzi, i giovani che rischino un pochino di più, che tanto non succede niente. C'était un rêve d'aventure et surtout la mer, parce que moi je suis de Milan et donc il n'y a pas la mer, il y a pas de... En Italie, il y a très peu, finalement, on entend très peu parler de la mer, de navigation. Et donc, et puis c'est une aventure que je pourrais pas répéter parce que c'était la première fois. Je savais pas à quoi m'attendre. Maintenant, cette curiosité, voilà, je l'ai déjà un peu vécue, donc ce serait différent. Et puis c'est aussi c'est pas racontable de la tempête, par exemple, et particulièrement la tempête aussi parce que je suis là pour vous la raconter, parce que si j'étais plus là, ce serait pas pareil. Mais c'était d'être complètement en observation de ce truc gigantesque qui se déroule devant ses yeux, et il y a, alors ça, Sim le disait hier, mais il n'y a pas de peur, c'est juste, il y a un spectacle devant. Et puis, mais ce qu'il voudrait, c'est pouvoir diffuser ça aussi en Italie aux jeunes, parce qu'on en parle, ils en parlent très très peu, et donner envie de faire ces choses-là dans un monde qui perd un peu d'aventure. Donc, redonner envie de se lancer là-dedans. C'est un point de vue très très intéressant que tu viens de développer, parce qu'effectivement, nous sommes malgré tout, nous sommes un petit peu une nation maritime. On a une histoire maritime, on a un passé maritime, on a un littoral maritime. La France est quand même le deuxième pays le plus étendu au monde en termes de littoral. Mais voilà, et c'est intéressant d'avoir l'opinion, le point de vue de quelqu'un qui vit dans un monde totalement refermé qui est la Méditerranée en fait. Mais ça peut être intéressant aussi de savoir la même question vue d'une nation maritime. Tony, la question sur qu'est-ce qu'il en a retiré? Yes, it was an adventure, but I didn't go to find anything. It was just an extension of what I was already doing. It was my fourth circumnavigation, and I thought I might as well do non-stop, or try non-stop, and I did. Okay. C'était sa quatrième circumnavigation, donc ce qu'il cherchait, c'était... il dépassait tout ça. Vous entendez? Non. Mais vous m'entendez maintenant? Ok, quatrième circumnavigation. Ok? But when I completed it, I had a great feeling of satisfaction. It was really good, probably better than all the other circumnavigations. C'était la meilleure circumnavigation qu'il ait faite, et tout était super pour lui. That's it. That's it. Oh, pardon. Ouais, Tony, quatrième tour du monde quand même, hein, ça interpelle un petit peu. Hein, c'est pas rien, c'est pas rien. D'autres questions, Bruno? Non, à vous.